Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. C'est l'heure des informations sur Radio Afrique Santé. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, 2 juin 2023, c'est la journée mondiale des troubles de conduite alimentaire TCA. Vous suivrez dans un instant une production réalisée par Erwan Olinde sur les causes des TCA et comment les éviter. L'anémie est un trouble qui se caractérise par un nombre de globules rouges sains trop faible en raison d'une carence en fer. Quelles sont les conséquences de cette maladie chez les enfants? Vous en saurez davantage dans ce journal. C'était là le sommaire, le développement c'est juste après ceci. Tous les ans, le 2 juillet, le monde est invité à plus d'actions contre les troubles de l'alimentation. C'est la journée mondiale des troubles de conduite alimentaire TCA. Souvent méconnus du grand public, les TCA font pourtant partie des premières causes de mortalité prématurée chez les jeunes de 15 à 24 ans. Mais quelles sont les causes des TCA et comment les éviter? Erwan Olinde a cherché des réponses pour nous à travers cette production. Dans le monde, il est estimé que plus de 70 000 millions de personnes sont concernées par les troubles alimentaires, à savoir l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie et autres troubles de l'alimentation non spécifiés. Selon les spécialistes, l'anorexie mentale et la boulimie nerveuse sont des troubles de la conduite alimentaire les plus récurrents. Ces pathologies sont d'origine psychique et partagent en commun un trouble important de la perception de l'image du corps. Soter Bédé, nutritionniste et diététiste, nous parle de la manifestation de la boulimie. La boulimie correspond à une envie irrésistible de manger excessivement. Et ceci intervient dans des moments de crise, sans aucune sensation de faim ou de plaisir. Nous remarquons que la quantité de nourriture consommée est grande et peut être consommée sans mastication. Et ceci, c'est pour tous les aliments. La personne consomme tous les aliments, tout ce qu'il trouve comme aliment, en grande quantité, en peu de temps, sans forcément sensation de faim et même pas à la recherche d'un plaisir. La boulimie et l'hyperphagie ont des similitudes, mais contrairement à la première, l'hyperphagie n'est pas accompagnée de comportements compensatoires comme les vomissements ou la prise de laxatifs. De même, les personnes atteintes de l'hyperphagie ne sont jamais rassasiées. Par contre, lorsque le plaisir de manger disparaît laissant place à l'inappétence et que la perte de poids tourne à l'obsession, c'est peut-être l'un des symptômes de l'anorexie, nous apprend le médecin psychiatre Dr Racine de Pascal Viau. Dans le cas des anorexies, la personne perd l'envie de manger. Il n'a pas du tout envie de manger, il n'est pas intéressé par le repas. Il faut parfois forcer pour que la personne prenne quelques bouts. Pour prévenir les TCA, les spécialistes de la santé mentale recommandent d'éviter d'inculquer aux enfants des idéaux de réussite impossibles à atteindre. Je l'annonçais en titre, l'anémie est un trouble qui se caractérise par un nombre de globules rouges sains trop faible en raison d'une carence en fer. Elle est l'une des graves pathologies non seulement chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Cette maladie serait due à un manque ou à un dysfonctionnement de globules rouges, ce qui entraîne facilement une diminution du flux d'oxygène vers les organes du corps humain, source alors de l'anémie. Dr Kwame Félix Afokba, médecin généraliste, nous parle des conséquences de cette maladie chez un enfant atteint. Quand l'anémie est chronique, la conséquence qu'on peut retrouver, c'est le retard de la croissance chez l'enfant. Il faut noter aussi que l'enfant sera sujet à des infections multiples qui vont perturber sa croissance. Quand l'anémie est aiguë, la seule conséquence, c'est la mort si la prise en charge n'est pas rapide. Donc une prise en charge précoce peut épargner l'enfant de la mort. Sinon, la seule conséquence en cas d'anémie aiguë, c'est la mort. Si l'anémie peut conduire à la mort, quels sont les traitements appropriés à cette pathologie pour sauver les victimes? Voici ce que répond le médecin généraliste. En réalité, pour traiter l'anémie chez l'enfant, il faut connaître d'abord la cause. Donc le traitement dépend de la cause de l'anémie. Si l'anémie de l'enfant est carentielle à ces matières premières,
Dès qu'on apporte soit le fer, les vitamines nécessaires, on peut corriger l'anémie définitivement chez l'enfant là. Quand la cause est en rapport avec les cellules souches ou bien un dysfonctionnement de la moelle osseuse, dès qu'on règle le problème, tout rentre dans l'ordre. Quand l'anémie est périphérique et est en rapport avec un saignement abondant, dès qu'on arrête l'hémorragie, on lui apporte le fer perdu dans l'hémorragie et le complément vitaminique, le problème serait réglé. Si l'anémie est sévère après une perte abondante en fer ou en hémoglobine, il faut transfuser, surtout quand le taux d'hémoglobine est inférieur à 7 et que l'enfant présente des signes de décompensation. Là, il faut transfuser rapidement, arrêter l'hémorragie et on sauve l'enfant. Le médecin généraliste n'a pas manqué de faire des recommandations aux parents pour la protection des enfants sur cette pathologie. Il est au micro de Rita Kebi. Pour prévenir l'anémie chez les enfants, nous conseillerons aux parents d'abord d'observer une supplémentation en fer déjà à 6 mois de vie de l'enfant. Une supplémentation en fer pour compenser les déficits qui surviennent après l'épuisement du stock de fer réservé à la naissance. Nous demanderons également aux parents de diversifier l'alimentation des enfants, de leur fournir des repas équilibré, riche en fruits, légumes et en protéines animales, surtout la viande, les poissons et les œufs. Dans le dernier virage de ce journal, on parle de la sclérose en plaques. Les causes de cette maladie ne sont pas connues, mais on peut ralentir sa progression. Son traitement prend en compte 3 volets. Il s'agit principalement de la prise en charge par un neurologue avec un traitement profond, le traitement de chaque symptôme à l'apparition et un traitement psychologique. Le médecin généraliste Abdou Jalilou Teyami donne plus d'explications sur le traitement de la sclérose en plaques. Il est au micro de Nawal Akobi. Le premier volet qui est souvent pris en charge par un neurologue concerne la prescription des immunomodulateurs, c'est-à-dire ces médicaments qui vont un peu corriger le dérèglement immunitaire en question. Donc c'est un traitement de fond. Le deuxième volet de la prise en charge concerne le traitement symptomatique. Donc tout symptôme peut quand même être pris en charge médicalement parlant. Il y a aussi la prise en charge psychologique parce que ce n'est pas une maladie simple qui peut quand même avoir une atteinte psychologique sérieuse. Donc il faut l'intégration d'un psychologue dans la prise en charge. Il y a aussi la prise en charge fonctionnelle, l'intégration aussi du kinésithérapeute qui va un peu travailler avec le patient s'il y a des troubles de la mobilité, des troubles à la marche. Donc il va un peu éduquer le patient à retrouver quand même un tant soit peu ses sens. Tout ceci réuni entre dans la prise en charge efficace de la sclérose en plaques. Et voilà qui vient mettre un thème à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Evodi Kokoye, mise en onde assurée par Tirbus Arikérenou. Merci de toujours préférer Radio Afrique Santé pour vous informer.